Salut à tous, bonsoir. Mais vous moquez pas. Mais non, je me suis pas encore remis de Starship. Vraiment, hein. J'ai regardé encore une partie de ma journée, j'ai regardé des vidéos de Starship. Il y a des nouvelles vidéos qui sortent tous les jours. SpaceX nous relâche des vidéos tous les jours. Et on a des nouvelles caméras, il y avait des caméras partout, en HD. Je me suis pas encore remis. Il va me falloir des semaines pour m'en remettre. Le problème, c'est qu'on va sûrement avoir un vol avant la fin de l'année. Le temps que je m'en remette, il y aura déjà un nouveau vol qui va arriver. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est génial. C'est incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on se régale. Ah, on est heureux ici, hein. On est heureux, hein. Ouais, on a... Écoutez, il y a la minute spatiale qui arrive. Genre, toutes les vidéos qui sortent, je récupère tout. Et on fera un pot pourri de toutes les vidéos samedi. Si vous êtes dans le coin, que si vous suivez pas trop le monde de Twitter et de l'actu du spatial, je récupère... Pépé a changé de polo, j'ai ma jolie chemise là ce soir, rien que pour toi. Je te dirai pas ce que j'ai dessous par contre, hein, attention. Ouais, samedi on se fera un pot pourri de toutes les vidéos de Starship. Des amateurs, des professionnels. Ouais, on va faire de l'amateur les mecs. On va faire de l'amateur, vous allez voir, vous allez adorer. Surtout toi, Chad, Lanès. Hein, ou Lan. Ça vient du maréchal Lan. Hein, peut-être. T'as peut-être bon goût. Akenarus, Tradojax. Merci pour les subs les mecs. Donc ouais, il y aura une grosse minute spatiale samedi et ça sera l'occasion de parler un peu de Starship du programme et où est-ce qu'on va et à quoi s'attendre. Tu as bon goût, tu as bon goût. Et à quoi s'attendre dans les prochains mois et peut-être en 2025, voilà. Bon écoutez, on n'est pas là pour parler de ça. Quoi qu'on est là pour parler quand même d'un Tchad aussi, hein. Je pense pas que cet avion soit connu. C'est un avion de logistique, c'est pour les logisticiens. Généralement, c'est pas les matos les plus connus. Donc à moins que vous soyez peut-être féru d'aviation à la Seconde Guerre mondiale. Pas sûr que vous connaissiez le Westland Lysander, putain. Pardon. Pardon. Je suis allergique aux maréchaux français de l'Empire. Donc ouais, le Westland Lysander. Là, je vous l'ai mis sous un camo où il est connu, très peu photographié, parce que toutes ces missions-là étaient extrêmement secrètes. Mais c'est une de ses sous-versions les plus connues. Mais généralement, on connaît l'avion pour ça. Mais on le connaît pas pour tout le reste. Et c'est vrai que c'est un avion assez unique, un avion assez incroyable, parce qu'il a quand même une gueule assez exceptionnelle. Les gens qui l'ont designé étaient un peu fada, et c'est un avion qui va avoir une sacrée carrière, et qui vole encore aujourd'hui. Pas à un niveau militaire ou opérationnel, mais... Oh putain! C'est quoi cet avion? Au lieu de m'interrompre et de me faire sursauter avec mon alerte! Regarde! Merci pour les bits, mec. Mais ouais, il me fait penser au Stork sous stéroïdes. Sur beaucoup d'aspects, c'est deux avions très similaires. Mais pas en termes de gabarit. Je pense que le Stork est un meilleur design sur certains aspects. Le Stork est moins polyvalent. Alors que le Stork était déjà... Cet avion, je vais vous montrer des dingueries qu'ont fait les Anglais avec. Et quand je dis des dingueries un peu absurdes, mais vous allez bien rigoler. Donc déjà, c'est un avion multi-rôle de reconnaissance. Il va être designé... comme un avion de liaison, reconnaissance, guidage d'artillerie, une bonne à tout faire. C'est comme ça que je les appelle, ces avions, les avions qu'on voit jamais, mais qui sont dans l'arrière-plan, dans l'arrière-boutique. C'est pas des stars, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement au niveau interarmes, de coopération entre l'artillerie, l'infanterie et tout ça. Ces avions sont là pour ça. Et cet avion, bah, il est là pour remplacer un vieux machin, voici le Hawker Hector. Je connaissais pas cet avion. Vous n'allez pas à me dire dans le chat que vous connaissiez cet avion, c'est une relique des années 20. Et c'était l'avion de liaison, la bonne à tout faire des Anglais, pendant, à la fin des années 20. Voilà, le Hawker Hector. Et le vénérable Hector, en 34, il est totalement obsolète. Et l'armée de l'air anglaise va dire, il nous faut un nouvel avion, mieux designé, il nous faut quelque chose de beaucoup plus moderne. Et ils vont passer un appel d'offres assez intéressant. Ils veulent, mine de rien, un avion moderne. Hein. Vous ne méprenez pas, le Lysander, sur beaucoup d'aspects, est incroyablement moderne. Il vole encore beaucoup aujourd'hui entre les mains de particuliers, parce qu'il est exceptionnel. Tout comme le Stork, d'ailleurs, l'été. Donc ouais, le Hector, là, bon, c'est pas qu'il pue un peu la merde, mais un peu quand même. Donc on va le remplacer. Je vais pas rentrer dans le détail du programme. Il y a eu des concurrents qui se sont fait éjecter et tout ça. En tout cas, c'est Westland qui va... regardez-moi ces lignes. Hey, quand vous aimez les courbes, quand vous aimez les belles formes,
cabine fermée, matez-moi le train d'atterrissage. Là, on ne le voit pas, mais il a une aile en mouette. Il a une aile en mouette incroyable. Et c'est un avion qui décolle ultra court. Il a un moteur assez puissant, mine de rien. Alors, il y aura pas mal de remotorisation. Ils commenceront sur du Mercury. Après, ils passeront sur du Perseus. Et ils reviendront sur du Mercury plus tardivement. Et du Pegasus. Donc, c'est un avion qui va pas mal changer de moteur selon les versions. Attendez, comme le Corsair, absolument. Mais dans l'autre sens, la mouette. Donc, c'est un avion qui est fait pour décoller incroyablement court. Il peut décoller dans un champ à patates. Il peut vraiment décoller de n'importe où. Comme dit, c'est un avion de liaison, parfois il faut qu'il se pose sur le front pour peut-être embarquer des gens. Donc il y a un passager derrière. Le passager peut faire aussi, éventuellement... c'est un avion qui est designé pour la reconnaissance. L'observation d'artillerie. Donc vous avez une deuxième place, d'accord? Vous avez une deuxième place. Là, vous voyez que ça, c'est le proto. Je vais vous montrer un petit peu... il doit tout faire, cet avion. Voire même plus. Parce que les mecs de Westland, quand ils vont designer l'avion... Ils vont designer l'avion avec pas mal de pilotes de l'Air Force. Et les mecs de l'Air Force vont dire, bah écoutez, si on pouvait lui mettre des bombes, et si on pouvait mettre beaucoup d'armement dessus, ce serait bien. Et vous allez rire, mais cet avion est lourdement armé. Il va être designé... Regardez. Ça, c'est une version plus tardive. Donc on est là, 38-39. Est-ce que vous voyez les paniers au niveau du train d'atterrissage? Vous les voyez, ça, là? Ça, les deux machins horizontaux, vous savez que ce machin, il peut prendre 300 kg de bombes. Et ils vont mettre des bombes là-dessus. Ça va se transformer en bombardier. Pendant la drôle de guerre et tout, puis en mai 40, les Anglais ont été désespérés. Bobinette, non, ils vont lui mettre des bombes de 150 kg de chaque côté. J'ai des photos, preuve à l'appui. Hein. Et c'est pas tout, c'est aussi un avion de liaison. Donc on peut tout mettre là-dessous. Donc ce machin que vous voyez là est totalement multi-rôle. On peut lui mettre des bombinettes, on peut lui mettre des grosses bombes. Ça c'est un cargo. Vous pouvez, vu que ça fait de la liaison, vous pouvez mettre du courrier, vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans, des flasques de whisky, si c'est l'état-major, allez savoir. Et vous pouvez tout faire, tout mettre là-dedans selon le rôle de l'avion. Donc ça disparaîtra à partir de 42, vous les verrez plus dans les versions tardives. Mais en 38-39, il y a encore cette idée que cet avion peut faire un excellent bombardier et que, quitte à faire une mission de reconnaissance, vous pouvez aussi lui mettre des bombes. J'ai parlé des canons de vin. Ça reste une micro-série prototype, mais je vais parler des dingueries qu'ils ont fait avec cet avion. Donc ouais, vous avez un peu l'idée de mettre sur cet avion tout et n'importe quoi, parce que c'est un avion multi-rôle, et vous savez qu'il va être bien designé cet avion. Parce que, comme je dis, vous lui mettez 300 kg de bombes, hein. Donc là, vous avez regardé le cargo. Donc ça vient se mettre tout bas. Faut faire attention à l'atterrissage hein, et au décollage. Regardez. Là, vous avez une grosse bombe de 50 et quelques kilos. Là, vous avez une bombinette de 9 kilos. Et vous pouvez mettre la même chose de l'autre côté. Le design est très curieux. Et c'est pas tout. Regardez, ça, c'est en Inde. Des bombes de 110 kilos qui vont venir sous... toutes les ailettes là des Westland, c'est un truc de malade. Hein. L'avion est aussi armé. Pour l'observateur d'artillerie, on va lui mettre 2 mitrailleuses de 7.7. Et il y a 2 autres mitrailleuses qui tirent vers l'avant. Est-ce que... Attendez, je vais vous mettre cette photo. Non. Devinez où sont les mitrailleuses qui tirent vers l'avant. Ceux qui connaissent, ne dites rien. Donc il y a les 2 mitrailleuses, il y a le poste arrière. Où sont les 2 mitrailleuses qui tirent vers l'avant? Donc là, on va dire comme ça. Dans le train. Les mitrailleuses sont dans le train d'atterrissage. C'est unique. Mais ils ont mis les mitrailleuses dans le train d'atterrissage. Regardez. Regardez. Ils ont mis en plus dans le train d'avoir les ailettes pour les bombes et tout. Ils ont mis 2 mitrailleuses. Une dans chaque train d'atterrissage avec les bandes de mine directement dans le train d'atterrissage. Donc ouais, vous avez en plus de ça, vous avez une mitrailleuse qui tire depuis le train. Donc c'est un avion qui est tellement polyvalent et qui est bien designé.
avec son aile en mouette et son moteur puissant, l'avion, il décroche jamais. La vitesse de décrochage de l'avion, c'est estimé entre 90 et 100 km/h. C'est un avion... il est censé décoller très court, atterrir très court, et en plus de ça, il décroche pas. Donc, comme je dis, c'est un avion qui a été très très bien designé. Je vais vous montrer quelques photos après où vous allez voir. L'aile est exceptionnellement curieuse en termes de design, et ça a été fait exprès. C'est un avion qui a été superbement bien designé. Et ça, l'avion va commencer à rentrer en service en 38. Donc c'est un avion de liaison, mais c'est un avion interarmes. C'est-à-dire qu'il bosse avec l'artillerie. Dans certaines escadrilles, ils en ont pour faire des liaisons dans les escadrilles. On fait de la reconnaissance avec. Vous pouvez vous en douter, on est dans une époque en 38, 37, 38, où la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore là. Et le retour à la réalité et l'avancée technologique qu'il va y avoir en 39-40 va ramener notre pauvre Lysander terriblement à la réalité du conflit quand vous affrontez des BF-109 et compagnie. Voilà, donc il y a encore une idée un peu romantique de ce super avion multi-rôle qui arrive au début de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce petit monde va très très vite déchanter au début de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, sur le papier, c'est un avion qui est vraiment curieux et qui peut absolument tout faire. Même de la chasse, écoutez, il a 2 mitrailleuses vers l'avant, 2 vers l'arrière, il a 4 mitrailleuses, quoi. Un avion avec 4 mitrailleuses en 38, c'est pas dégueu, hein. Donc ouais, là pareil, regardez, l'autre là, il met des bombinettes. Il met des bombinettes sur le rack. Et l'autre là, il est en train de mettre des bandes de mun. Il met les bandes de mun de 7.7. Vous la voyez la bande de mun là, qui est verticale? Bande de mun de 7.7. Donc là, ils sont en train d'armer l'avion au niveau munitions. Et ouais, bombe et mun de 7.7. Très jolie photo. Donc ouais, la guerre va arriver. Et la guerre, bah, elle va amener les Lysander en France pendant la drôle de guerre, avec le corps expéditionnaire, avec le BEF. On a un paquet de Lysander en France. Donc on a des photos des Lysander du corps expéditionnaire. Et ouais, comme je dis, le retour à la réalité va être brutal face à la Luftwaffe, particulièrement en mai 40. L'avion, vous savez que l'avion va larguer des bombes en mai 40. On est tellement désespéré pour bloquer les Allemands qu'on va envoyer les Lysander en mission de reconnaissance. Normalement, ils le savent pas, ils le découvrent. Mais faire de la reconnaissance dans la profondeur avec ça, c'est un appel au suicide. Et ils vont perdre des centaines de Lysander au printemps 40, pendant la drôle de guerre et après au printemps 40. Simplement parce que l'avion est totalement surclassé technologiquement. L'avion est beaucoup trop lent. Même les observateurs d'artillerie n'en sont pas contents parce qu'il est presque trop rapide. Il est pas assez maniable, trop rapide, c'est un problème, hein. Mais vous voulez un avion incroyablement lent pour faire de l'observation d'artillerie. Et c'est vrai que les reconnaissance, il est pas viable. Le bombardement, non mais c'est pas un bombardier, c'est une espèce de bâtardisation d'un avion un peu curieux, mais ça marche pas en bombardier. C'est pas un chasseur. Et peut-être qu'en voulant tout faire, ils vont se rendre compte en 40, bah, avec la réalité de la guerre, qu'en fait cet avion ne fait rien de bon. C'est la réalité terrible du Lysander en 40. Le retour à la réalité, c'est que cet avion, ouais, il est bien designé, mais il sert à rien. Et pour faire de la liaison, vous pouvez même prendre un Gloster Gladiator. Ça marchera aussi bien, juste pour faire du transfert de pilote. Et les Anglais se retrouvent avec des centaines de Lysander, dont ils savent pas quoi faire. Alors, ouais, vous avez des... regardez, vous avez... regardez l'aile de l'avion. Il est beau, hein. C'est un superbe design. Même les tubes, là, les tubes sont faits d'un alliage dont je me rappelle plus le nom, qui à l'époque était le plus gros morceau fait jamais de cet alliage. C'est un superbe avion, le Lysander. Il a l'air pâteau sous certains angles, et sous d'autres angles, il est extrêmement fin et racé. Ça, c'est pris à Mons-en-Chaussée. Peut-être en Belgique, je ne sais pas. Matez un peu la bestiole, s'il est pas beau. Donc ça, sans aucun doute, à l'hiver, hiver 39, peut-être janvier-février 40. Donc ouais, c'est un sacré joujou, hein. Un sacré joujou, on voit les râteliers et tout ça. Donc ouais, c'est aussi un avion, comme je dis, la logistique est extrêmement simple, il se laisse piloter, c'est une petite merveille. C'est pour ça cet avion, on en a encore beaucoup aujourd'hui. C'est qu'il est moins pâteau que les Joker 87.
Ouais, mais le Stuka, il te met une bombe à 1 mètre près. Il te met une bombe de 500 kilos à 1 mètre près, le Stuka. Il peut être pato, le Stuka. Si on le sort encore en 45, le Stuka, c'est que c'est le meilleur avion, c'est le meilleur bombardier en piqué de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'il est incroyable. Lui, il est même pas précis, on sait pas quoi en faire de ce machin. Et on se rend compte qu'il est bon à rien. Alors que sur le papier, il est décevant, quoi. Il est décevant. D'ailleurs, regardez ce que ça donne, tous les camos. Ça, comme je dis, il y en a encore pas mal qui volent aujourd'hui. Et j'ai des super photos colorisées dans des meetings aériens et tout ça. Donc voilà à quoi ressemble un Lysander au niveau camo. C'est un superbe avion, le Lysander. Donc ouais, et on voit bien l'aile en mouette. Vous voyez l'aile en mouette, là? Tac. Donc ça lui permet de faire des dingueries à l'avion en termes de décollage ultra court. Voilà. Avec la chute de la France, les Anglais sont désespérés. Hein. On est d'accord que juillet 40, août 40, on est dans une période terrible pour les Anglais qui perdent la France, qui perdent leurs alliés. Il n'y a pas assez d'avions, il y a la bataille d'Angleterre qui arrive. On n'a pas assez de chasseurs, on est sous la menace d'une invasion allemande, l'opération Silovey. Les Anglais sont au fond du trou à cette époque-là. Et ils ont désespérément besoin d'avions. N'importe quoi qui vole. Alors, ils le savent, hein, vous ne pouvez pas envoyer des Lysander au carton face à la Luftwaffe. Ils ont essayé, ça s'est pas bien passé du tout au printemps 40. Et à l'été 40, ils vont décider de commencer à réfléchir à modifier des Lysander, vu qu'ils en ont plein. Ils en ont plein de Lysander. Et en plus, ils se laissent modifier assez facilement cet avion. Pour commencer à réfléchir à faire des espèces d'armes de la dernière chance en cas d'invasion allemande. Je vais vous demander de ne pas rigoler, d'accord? Voici le P12 Delanne Lysander. Regardez-le. Vous reconnaissez le Lysander? Ça a volé. Hein. Un prototype. Ils l'ont testé sous toutes les coutures. À l'arrière, vous avez une tourelle de Lancaster. Et le but de ce machin, avec pas de queue à l'arrière, était de faire du strafing de plage. Donc il devait arriver dessus les plages. Et avec l'arrière, pam 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 pam. Donc il était là pour faire du strafe. Ils l'ont designé pour straffer les plages anglaises au moment du débarquement allemand. Il a été designé, pensé uniquement pour ça, avec 4 mitrailleuses à l'arrière, voire même peut-être des canons à l'arrière, avec un avant Manchester, mais complètement. Hein. C'est une tourelle de Manchester, puis après une tourelle de Lancaster, et on a cet enfant du démon. Non mais regardez. Ça volait, hein. Attention, regardez-le, il est magnifique. Comme je dis, c'était un temps désespéré. Voilà, moment désespéré, on fait des armes. C'est quoi cette merde? Écoute, t'as plutôt bien résumé le machin. Donc ouais, voici le P12. Hein, vous pouvez appeler le Delanne, le P12 Lalanne, on va l'appeler. Hein. Voilà le P12 Lalanne. Il y a un côté d'orque de Warhammer 40 000 complètement. J'avais pas pensé. Donc ça a volé. Voilà, en 1940, à l'été 40. Matez un peu l'engin, vous imaginez, les Allemands, ils voient ça arriver sur les plages. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc regardez la tourelle de bombardier à l'arrière. Donc ils sont allés mettre une tourelle, sûrement d'Avro Manchester, puisque après ça finit sur Lancaster. Regardez le truc. Et elle pivote la tourelle, hein. Faut vraiment être désespéré. T'imagines même pas comme les Anglais étaient désespérés à cette époque. Pour faire ça. Ils étaient prêts à envoyer des mecs au suicide juste pour faire une passe. Une passe sur les plages. C'est de ça qu'on parle. Les Anglais étaient désespérés. Donc ouais, voilà un petit peu la machine avec la tourelle à l'arrière. Sacré monstre. Et c'est pas tout. Ils ont vu que ça marchait plutôt bien. Les mitrailleuses dans les. Ils en se sont dit on va rajouter un peu de puissance de feu. Là vous avez une version avec 2 canons de vin. Vous avez 2 canons de vin sur. Ils en ont fait quelques-uns pour tester. Et ça encore, c'était fait pour strafer les plages. Donc là, vous avez les 2 canons au Oerlikon de 20 mm sur... Écoutez, les temps étaient désespérés. Voilà. Donc, matez un petit peu l'engin. Donc ouais, on a eu à l'été 40 ces espèces de sous-variantes. Est-ce que les mitrailleuses sont encore là? On va supposer peut-être que oui. Hein. Non, c'est pas des Hispano-Suiza, c'est des Oerlikon. Voilà. Donc ouais, voilà un petit peu quelques sous-versions amusantes. Il y a combien de munitions? Bah regarde le tambour. Tu vois le tambour? Doit pas y en avoir beaucoup de munitions avec le tambour là. Donc t'as pas trop le temps de rester trop appuyé longtemps sur le bouton, tu vois. Donc ouais,
Voilà un petit peu le genre de dinguerie que les Anglais ont fait avec... En fait, ils avaient trop de cet avion. Ils savaient pas quoi en faire. Dites-vous que déjà, en 40, on sait tellement pas quoi faire de cet avion qu'on le transforme en remorqueur de cible. On prend les premiers Mark 1 et Mark 2 et on en fait des remorqueurs de cible. On les met à l'écolage. Vous comprenez que cet avion avait un rôle important d'observateur d'artillerie, de reconnaissance. Il est déjà tellement obsolète, il s'est tellement fait casser la gueule qu'on décide de le mettre dans des missions secondaires, tertiaires, où on met les avions au rebut. Et c'est un retour à la réalité. Vous pouvez développer des systèmes d'armes, vous les envoyez au combat, et vous vous rendez compte qu'ils ne fonctionnent pas. Et c'est vrai que le malheureux Lysander, à ce moment-là, à l'été 40, on ne sait pas quoi en faire. Les Anglais vont juste... ouais, bah on en fait quoi de ces merdes, quoi. Et regardez, ça c'est pris à l'été 40. Elle est incroyable cette photo. Alors, pourquoi... Quelqu'un sait pourquoi elle est incroyable cette photo? Genre elle est assez folle, parce qu'elle est extrêmement rare. Forcément ça... Dans le désert. C'est même pas dans le désert, figure-toi. C'est par rapport à l'utilisation de gaz de combat, absolument. Ce que vous avez dessous là, c'est les Anglais en 40, en cas d'invasion, étaient prêts à utiliser les gaz. Et là, vous avez la version de Lysander qui a été testée pour faire de l'épandage de gaz de combat, éventuellement, s'il y avait eu débarquement. Donc là, vous avez le Lysander de NBC, guerre chimique. Voilà. Donc c'est une des seules photos qu'on a de Lysander avec des pods de gaz dessous, pour disperser du gaz de combat. Donc ouais, les Anglais auraient mis le paquet, hein, voilà. Donc ouais, vous avez cet avion, là, vous voulez pas piloter ça avec les gaz derrière et tout, pour faire de l'épandage. Je vais en reparler, mais il y a des versions canadiennes après-guerre, parce que l'avion s'est très bien exporté, vous allez voir. Il y a des versions canadiennes, jusque dans les années 50 et 60, qui font de l'épandage dans les champs. Ils vont ce qu'ils appellent un Death Cropper. Cet avion sera utilisé en épandage, donc preuve qu'il était capable de larguer du gaz ou des engrais et compagnie. Voilà. Donc je trouve l'image très amusante. Surtout par exemple, je parlais des observateurs d'artillerie, mais à partir de 41, les Anglais vont même développer un nouvel observateur d'artillerie, parce qu'ils sont pas contents. Le Lysander, les retours du Lysander du printemps 40 vont pas être bons du tout. Et ils vont faire, regardez, ça c'est un tout petit avion. Les observateurs d'artillerie doivent être des tout petits avions. Tout petit avion, minuscule, extrêmement léger, facile à décoller. Voici le Taylorcraft Oster. Vous le connaissez sûrement pas, mais ça va devenir à partir de 42 l'avion de guidage d'artillerie des Anglais. Ils vont en faire des centaines de cet avion, donc il va prendre le rôle qui normalement aurait été pour le Lysander. Donc matez un petit peu la machine. Donc ça c'est c'est un Stork anglais absolument. Mais le Stork est un avion de guidage d'artillerie. Peut-être le Lysander était trop gros, pas assez maniable pour être un bon observateur d'artillerie. Et voilà le Oster, qui sera... vous le trouverez partout, le Oster, hein, même chez les Canadiens et tout ça, c'était un avion qui était adoré. Donc matez un petit peu l'engin, hein, voilà. On parle de ton successeur. Ouais, mais en fait, on parle pas souvent d'avions de logistique dans Warbird. C'est souvent des chasseurs, des bombardiers. Donc là, j'en profite pour montrer des jolies photos d'autres avions, parce que je pense pas qu'un jour on aura un Warbird sur un Oster. Peut-être, j'espère, mais c'est un avion qui est totalement méconnu du grand public. Les avions de guidage d'artillerie, c'est... voilà. Mais c'est pour vous montrer que ça existe. Alors on aurait pu se dire que c'est fini pour le Lysander. On aurait pu se dire, c'est finito pipo, hein, le machin, on n'en veut plus, et il est totalement surclassé technologiquement, on peut pas l'envoyer en mission de reconnaissance sur les côtes françaises, le machin, il se fait découper. Vous savez qu'à partir de 41, il y a les Focke-Wulf 190 qui arrivent, hein. Vous voulez pas aller sur les côtes de France avec ça, hein. C'est un appel au suicide, hein. Alors on aurait pu se dire que c'était la fin. Eh ben pas du tout. Cet avion, il a des qualités. Cet avion, il a des qualités, j'ai déjà dit, c'est un avion qui décolle d'un champ à patates, qui atterrit n'importe où, décollage ultra court, extrêmement facile à entretenir, et il va se trouver une nouvelle carrière sur les théâtres secondaires. Souvent, on a pas mal d'avions qui étaient plus adaptés à la guerre technologique européenne, mais on pouvait les envoyer dans le désert, on pouvait les envoyer sur le théâtre birman ou dans le Pacifique. Et ben là, cette photo, elle est prise dessus Madagascar, en décembre 42, l'intervention anglaise à Madagascar, qui était un mandat de Vichy. Et ils vont se faire, à Madagascar, on va leur mettre des bombes et tout,
Et ils vont se trouver une nouvelle carrière sur des théâtres secondaires où en face, il n'y a pas des BF-109, eux, avec des pilotes de la Luftwaffe. Et ils vont continuer à faire le coup de feu sur des théâtres secondaires. Et on va les retrouver partout. Sauf en Europe. Donc vous les avez là à Madagascar. Là, vous les avez en 1943 en Égypte. Vous noterez qu'ils ne sont plus utilisés pour le bombardement. On a viré, on les utilise pour la liaison. Ou alors pour du renseignement. Je vais reparler de la nouvelle carrière qui va arriver à partir de 1941 pour cet avion. Et vous noterez qu'on a viré l'armement défensif, on a viré les pods pour prendre les bombes, ça sert plus à rien. Tu sais, vous avez, quand vous avez du Hurricane avec 4 canons de 20 pour faire le ménage, vous n'avez pas besoin de ce genre d'ancêtre. Et c'est vrai que notre engin là va commencer à faire du transport de personnel, de VIP. Le fait qu'il puisse décoller de n'importe où sur très court, on peut aller le poser en première ligne pour évacuer des blessés. Regardez ça, c'est pris en 44 en Italie, une évacuation de blessés. Hop là, évacuation de blessés, donc il va être modifié pour pouvoir mettre des brancards et tout, et on va lui trouver un nouveau rôle de logistique, de transport de personnel, et le fait qu'il puisse aller partout, il n'y a même pas besoin d'un aéroport, juste un terrain plat suffit, après décollage ultra court, il met la gomme, il décolle en 20-30 mètres le machin, et vous vous retrouvez avec cet avion qui est extrêmement pratique. Donc vous vous rendez compte qu'il n'a pas été designé pour ça, il n'a pas été designé pour ça. À la base, c'est un avion de reconnaissance, c'est un avion de guidage d'artillerie, et un peu par accident, grâce à sa rusticité et à ses qualités au niveau du design, il va être utilisé pour des nouvelles missions, et il est superbement adapté à des climats un peu difficiles et à du terrain très rustique. À partir de 41, on va le retrouver en Inde, et les Anglais vont former une première escadrille entièrement indienne, sous contrôle un peu anglais quand même, attention, faudrait pas trop leur donner de... voilà, faut pas que la laisse soit trop longue, hein. Mais on va avoir la première escadrille entièrement indienne, les Tigers, qu'on les appelait, qui vont faire toute la guerre, avec personnel navigant, pilote indien, personnel navigant indien et personnel au sol indien. Et leur premier avion, ça va être les Lysander. On considère que c'est la naissance de l'aviation de l'armée de l'air indienne. Tous ces gens-là vont constituer le noyau de la future armée de l'air indienne. Donc vous avez des très très belles photos des Tigers en Inde. Et ça, eux vont garder les râteliers à bombes et ils allaient aller en Birmanie. Hein. Ils allaient faire le coup de feu en Birmanie, ils allaient lâcher des bombes dans la péninsule d'Arakan et tout. Ils allaient bombarder les Japonais en 43 à Arakan. L'avion était parfaitement adapté à ce genre de théâtre d'opération, bien plus qu'en Europe, avec pas moyen de radar, tout rudimentaire et tout ça. C'est un excellent avion d'harcèlement avec des bombinettes ou des bombes de 150 kg. Eux vont mener des missions de bombardement jusqu'en 43-44 en Birmanie. Donc ouais, vous voyez que l'avion va retrouver un second souffle de vie dans des théâtres d'opération où on l'attendait pas. Et ouais, on a des très jolies photos des Indiens et de leur Lysander. Les Japonais en Birmanie, c'était un peu à poil. Ouais. Complètement. On aura aussi des missions de renseignement. Les Lysander allaient lâcher des agents de renseignement en Birmanie sur des terrains de fortune et tout ça. Je vais reparler un petit peu de tout cet aspect de renseignement dont j'ai pas encore parlé et qui est pourtant le pourquoi on connaît le Lysander est assez connu dans la culture générale des gens qui connaissent la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, on va retrouver cet avion sur les théâtres d'opération jusqu'en 44-45. Après ça, il disparaîtra parce qu'il est vraiment obsolète. Mais ça, pareil, c'est pris en Inde. Donc ouais, il va se tailler une belle carrière. Ils ont servi dans les sous-marins dans l'Atlantique, je crois pas. J'ai rien lu de son utilisation dans la lutte sous-marine ou même de charge de profondeur. Je pense pas qu'il puisse prendre des charges de profondeur. Donc pour faire simple, l'entité qui gère ça, c'est le Coastal Command. Et je ne crois pas que le Coastal Command ait eu... Peut-être pour du secours en mer, peut-être, mais pas pour de la chasse au sub. Ça pareil, c'est pris début 1942 à Kohat. Sûrement chez les Tigers. Une parade aérienne, parce qu'on voit tous les mecs là-bas en train de défiler, avec 3 Lysander qui passent à basse altitude. Magnifique. Hop là. Donc en Europe, le Lysander, début 41, ça pue la merde. Hein. On sait plus quoi en faire, le Lysander. On les convertit en remorqueurs de cible.
parce qu'ils servent plus à rien. On peut pas les utiliser de façon opérationnelle, à moins de les envoyer en Afrique ou dans des théâtres secondaires. Le problème, c'est que vous savez qu'ils en ont fait 1700 le Lysander. Ils en ont fait tellement qu'on les convertit, et puis on les utilise. Ça serait bête de les ferrailler, les collages, remorqueurs de cibles. Il y a des mecs qui ont leur propre, il y a des officiers qui ont leur Lysander perso pour balader leurs petites amies. On se démerde comme on peut. Et en 1941, à l'été 1941, on a le SOE, le service des opérations extérieures. Donc c'est toutes les barbouzes et le renseignement anglais qui vont faire une demande à Westland très particulière, donc Westland qui fait l'avion. Et ils vont leur dire, on voudrait un avion pour faire des opérations spéciales en France. Donc tout ça c'est secret. C'est extrêmement secret. Et ils vont demander à Westland une version spéciale donc, de ce qu'on appelle le Mark III. Donc je vous ai pas fait le détail de toutes les versions, mais on a le Mark 1, Mark 2, Mark 3, à chaque fois avec des motorisations différentes. Donc là on est sur Pegasus 20 je crois. Et ils vont demander à Westland, le SOE, donc le service des opérations extérieures, de leur designer un avion capable d'aller jusqu'en France, voire dans le sud de la France, et d'aller poser des agents de renseignement et redécoller ou aller les chercher. Donc pour faire simple, un agent pour faire des missions clandestines, donc un avion un peu particulier, et Westland va se mettre au travail, donc ils vont faire ce qu'on appelle le Mark III SCW, donc Special Contract Westland, parce que c'est un contrat secret, juste que quelques personnes à Westland sont au courant, et ça va donner cet avion que vous... l'artwork, vous voyez que j'avais mis, ça, c'est un Mark III SCW qui est fait pour les opérations clandestines. Qu'est-ce que vous notez sur cet avion de particulier? Westland va forcément designer l'avion, c'est pas un avion de combat, c'est un avion de transport. Mais il a certaines particularités très intéressantes. Il a un réservoir ventral. Matez-moi le réservoir ventral de 520 litres, je crois. C'est un réservoir additionnel, secondaire, de plus de 500 litres. C'est un réservoir. C'est un énorme réservoir. Et ouais, ils vont donc créer cet avion. Ils vont enlever tout l'armement. Il n'a pas vocation. Il faut qu'il soit allégé au maximum pour décoller super court. Et à partir de l'été 41, jusqu'en 1944, les Anglais vont commencer à mener des missions de renseignement en France pour amener des agents, pour coordonner entre autres les réseaux de résistance, amener des huiles de la résistance à Londres pour être briefés, les renvoyer. On va avoir tout un réseau qui va se mettre en place. Les Allemands, ça rendra fou les Allemands parce que cet avion était absolument impossible à intercepter. Il n'y a pas de chasse de nuit en France à proprement parler. La chasse de nuit, elle est en Allemagne à chasser les bombardiers. Et ce petit machin à basse altitude, il est insaisissable. Il décolle de n'importe où, sur n'importe quel terrain. Et les Allemands en captureront quelques-uns qui feront des atterrissages difficiles ou auront des problèmes de moteur. On a très très peu de photos, vous pouvez vous en douter, de la raison. C'est que c'était... des missions extrêmement sensibles. Donc voilà le magnifique SOE Mark III SCW. On voit plus l'image. Bah là tu l'as l'image, regarde. Tu la voyais plus parce que je l'ai enlevé. Donc ouais, on a très très peu de photos d'époque de celui-là parce que ouais, c'était des missions extrêmement uniques qui ne dépendaient pas de l'US Air Force avec uniquement du personnel du renseignement. Donc ouais, c'est des missions de barbouze. Hein, voilà. Donc ouais, c'est un avion qui va aller régulièrement se poser en France. C'est l'avion qui fera le taxi pour la résistance et les autorités londoniennes du renseignement. Regardez-le. Donc ça, comme je dis, on a pas mal de Lysander qui volent aujourd'hui. Donc certains sont d'époque hein, et ont été repeints pour certains camos. Regardez-le s'il n'est pas super. C'est un bel avion. Hein. Là, on a un Westland aux couleurs... c'est probablement pas un d'origine, c'est sûrement pas un SCW d'origine, mais il est absolument super. Donc ça, c'était... il est largable le réservoir, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Peut-être, ouais. J'en sais rien. Regardez-le. Donc ouais, le passager à bord, et ça va faire ça pendant toute la guerre. Les Allemands seront jamais, jamais capables de stopper les vols, malgré le fait qu'ils ils vont essayer. Hein. Il a encore les mitrailleuses. Je ne pense pas qu'il a... je ne pense pas qu'il a encore la mitrailleuse ou aucun armement. D'ailleurs, vous avez la petite échelle pour monter et descendre et tout. Je pense que l'avion n'est absolument pas armé sur cette version. Il faut aller le plus rapidement possible à basse altitude, d'où les camos noirs et tout ça. Le but est d'être discret. Généralement, ça volait en pleine lune pour avoir zéro lumière, mais être capable de trouver les terrains d'atterrissage. Et voilà.
Donc ouais, c'était vraiment un avion de renseignement, de transport de VIP et d'espions. C'était un avion de barbouze. Voilà. Et ça va voler pendant de 41. Ils vont faire, je crois, les premiers vols à l'automne 41. Et ils arrêteront avec la libération de la France à l'été 44. Voilà. Donc ouais, un magnifique avion. Vous voyez l'aile? C'est la seule photo que j'ai trouvée où on voit l'aile de biais. Mais regardez, c'est un avion très curieux en termes de design. Et vous comprenez pourquoi c'est un avion à décollage ultra court. C'est qu'il a cette forme de mouette. Et ses ailes sont extrêmement longues. Et si vous mettez un bon moteur, et il a un bon moteur sous le capot, bah vous avez un design extrêmement curieux d'avion. Personnellement, je le trouve magnifique. Voilà. Donc voilà un peu l'aile du... un STO là, voilà. Ouais, c'est ça. Mais le Stork allemand est un design similaire. Sauf que le Stork allemand avait pas vocation à être un bombardier de quoi que ce soit. Mais le Stork allemand était aussi un avion à décollage ultra court. Donc dans cette utilisation, on retrouve ce que les Allemands ont fait avec le Stork. Donc ouais, voilà le tableau des productions. Ouais, ils en ont fait au total 1700. Je vais reparler un petit peu à l'étranger. Donc là, celui que je vous ai montré, c'est le Mark III. Le Mark III SD. Voilà. Version spéciale pour les clandestines. Pas d'armement. Aucun armement. Et un réservoir, un drop tank. Alors je sais même pas s'il est droppable. Mais ouais, 500 litres dessous. Voilà. Donc ouais, c'est un avion qui va avoir une deuxième vie un peu par accident. Il a tellement des bonnes qualités que un bon avion, s'il est très bon, on va lui trouver d'autres rôles. Et au final, le Lysander va servir avec brio dans des rôles auxquels il n'avait pas été designé en 37-38. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que ça avait été un succès à l'export. Ouais. Dites-vous que les Canadiens ont acheté la licence. Voici les Lysander canadiens. Les Canadiens vont en faire presque 300 de Lysander. Et eux-mêmes aimaient beaucoup cet avion. Ils vont pas l'utiliser au combat. Ça servira uniquement dans de la logistique. Eux aussi vont le transformer en porte-drone pour traîner des drones, drone tug. Et comme je dis, certains finiront même à faire de l'épandage dans les années 50-60. Retour à son rôle de 1940 d'attaque chimique. Et donc là, vous avez la version... non, pas celle-là. Il est beau, hein? Ça, c'est la version canadienne. Il y a encore des versions canadiennes qui volent. Mais en fait, vous savez, il y a des gens qui les utilisent encore au Canada, simplement pour aller dans leur chalet. Vous avez une petite piste, là, vous avez un petit truc de 50 mètres, vous pouvez vous poser et décoller, sans problème. C'est vraiment un avion comme le Stork. Vous faites ce que vous voulez avec ça, tant que vous pouvez l'entretenir, ça tourne, c'est increvable. Hein. Et ça, ce camo bizarre, c'est pour les avions qui portent des drones. Vu que vous traînez des drones, il y a des gens qui vont tirer sur le drone, vous voyez? Donc vous voulez être bien visible. Vous voulez que l'opérateur qui va tirer sur le drone, il vous prenne pas pour le drone. Vous voyez le truc? Il y a quelqu'un qui pilote ça et... donc vous avez ces couleurs très particulières qui donnent ça. Vous voyez? Vous voyez le camo? C'est pour être bien vu. Voilà. C'est pour vraiment que l'opérateur... c'est pour que l'opérateur vous voit. Donc, ouais, ils utilisaient ces couleurs super flashy à l'entraînement. La belle abeille. Ouais, non, mais... Quand vous savez qu'il y a un mec avec une 12-7 qui tire pas loin de vous, vous voulez que le mec vous voie et fasse pas un carton sur votre avion. Moi, je me suis entraîné à la 12-7 à Biscarrosse, sur des avions drones qui passaient comme ça. Vous tirez sur les drones pour passer les brevets de DCA et tout, au canon de 20, même canon de 20, 12-7. Ouais, voilà, ça dépote quoi. Hein, Donc ouais, les Canadiens vont être le deuxième plus gros opérateur. Puisqu'ils vont en avoir, près de... Alors, ils vont en acheter d'abord aux Anglais. Ils étaient contents du résultat. Et ils vont acheter la licence. Donc au final, les Anglais vont en avoir près de 300 de Lysander. Et ils vont en faire... Oh, Gabouga 19 mois, merci mec. Donc ouais, un beau joujou. Et les Canadiens vont être un très très gros utilisateur de l'avion. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres pays qui vont... l'utiliser. Et certains pays qu'on ne soupçonnerait pas. Regardez. Les Finlandais vont en avoir 13. Ils vont avoir des marques 1 et des marques 2, je crois. Ils vont en avoir 13 qui vont opérer pendant toute la guerre. Et ils vont les crever à la tâche. Ils vont les utiliser pour absolument tout. Rappelez-vous, un avion incroyablement versatile.
sur un théâtre d'opération un peu rustique. Mais ça, c'est parfait pour les Finlandais. Voilà. Et les Finlandais vont même les utiliser pour larguer des tracts sur les troupes russes, pour leur demander de se rendre, entre autres pendant la guerre d'hiver. Vous imaginez, vous vous faites bombarder par un Lysander anglais de tracts demandant à vous rendre. Donc ouais, ils l'utilisaient absolument pour tout. De la liaison au bombardement. C'était une bonne à tout faire qui était très bien adaptée au théâtre finlandais. Donc regardez, avec des skis et tout. Ils ont même, c'est magnifique, hein, comme je dis, ils ont... vous les verrez toujours avec les petits râteliers et supports à bombes, parce que les Finlandais vont les utiliser au combat, jusque très tardivement. Voilà. Donc ouais, c'est un superbe joujou, et les Finlandais aimaient beaucoup leur Lysander. Ils en avaient que 13, mais ils vont les utiliser non-stop, les Finlandais. Regardez ça. Osez me dire qu'il n'est pas superbe avec ses skis et tout, donc ils vont aussi pas mal les modifier. Hein, hop là. Je pense que YouTube n'a rien à faire. Écoute, si tu savais la quantité de mes Warbirds et tout qui se font copyright claim ou alors striker, et je dois demander des reviews manuelles parce que non, YouTube est très tatillon sur les vidéos d'histoire, surtout la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez vous en douter pourquoi. Voilà. Donc ouais, les Finlandais vont être un des gros opérateurs et ils font partie des rares pays qui vont utiliser le Lysander au combat jusque très tardivement. Il y a un autre pays pas connu qui va les utiliser. Je vous ai caché la légende exprès. C'est quel pays, ça? Quel pays va opérer 24 Lysander? La Corée, pas de bol. La Chine, le Siam. Non, les mecs. Pas du tout. Parce que vous voyez un yin et un yang, vous vous dites que c'est asiatique, c'est ça? Mais les mecs, c'est stéréotype, c'est raciste, ça. Le Bhoutan, la Thaïlande. Indice. C'est en Europe. C'est en Europe. Espagne. Thaïlande, Corée du Sud, Belgique. Pas la Belgique. Vous pensez qu'ils vont trouver Portugal? Non. Irlande. Tomsk a trouvé. Voici la couleur. Regardez. Le Irish Air Corp va opérer 24 Lysander. Regardez ça. Ce sont des Lysander irlandais. 24 avions, pas connus du tout, mais ça va. Quand vous avez pas de thunes, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà les Lysander. La cocarde qui est bien moche. Ah ouais, elle est moche. Hein. elle est un peu moche la cocarde. Hein. Mais là, vous voyez, ça correspond. Le noir, c'est pas du noir, c'est du vert en fait. Avec... voilà. J'ai cru une peinture. En fait, certaines colorisations, parfois, donnent l'impression que c'est des peintures. Tout simplement. Mais c'est la couleur du... ce sont les... c'est la cocarde du Irish Air Corp. Quelqu'un m'a dit le Portugal. Et bah vous savez quoi, les Portugais vont aussi opérer le Lysander. Ils vont en acheter 8. Voilà, un Lysander, je crois que ça doit être la seule photo que j'ai trouvée d'un Lysander portugais. Mais ouais, eux aussi vont... Là, quand vous n'avez pas beaucoup de thunes, vous savez, les Anglais savent bien le vendre, hein. En 1940, le retour de bâton est cruel, on se rend compte qu'il sert à rien. Mais en 38-39, on vous dit cet avion peut tout faire. Il peut faire de la chasse, il a 4 mitrailleuses, il peut faire du bombardement, il peut prendre 300 kg de bombes, il peut faire observateur d'artillerie, il peut faire liaison, et il peut faire... il peut tout faire. Donc forcément, vous l'achetez, vous dites, ah génial, avec au lieu d'acheter 3 avions différents, je vais en acheter un seul. Bon, on n'est pas en 40, quand cet avion va commencer à se faire péter les fesses à coups de 109. Mais voilà. Donc voilà pour les Lysander portugais, un petit peu la couleur. Et c'est pas tout, hein. On a les forces françaises libres qui vont aussi opérer une vingtaine d'avions. Les forces françaises libres, là j'ai pas la cocarde, mais vous avez ils vont les utiliser, les Français, les nouvelles forces françaises libres. Il y avait une énorme cocarde normalement peinte dessus pour faire le distinguo avec Vichy, mais ouais, les Français vont être un des gros utilisateurs pour la Seconde Guerre mondiale du Lysander. On a même les Américains qui vont acheter des Lysander, donc des vieux Lysander en anglais modifiés, des Mark III modifiés, pour transporter des cibles aussi, pour tirer, pour remorquer des cibles
les Américains n'avaient pas de bons avions remorqueurs de cible. Donc ils se sont dit, on va acheter les vieux Lysander aux Anglais, ils en ont tellement. Et vous avez ce qu'on appelle la version TT. La version TT, qui est la version modifiée pour transporter, pour tirer pour remorquer des cibles. Et vous aurez quelques Lysander aux couleurs américaines, parce qu'ils ont utilisé aussi l'avion pour la logistique et l'entraînement. Le dernier utilisateur du Lysander au combat, c'est l'Égypte. Les Égyptiens vont récupérer les vieux Lysander anglais qui étaient en Égypte, et ils vont en avoir une trentaine, et ils vont les envoyer au combat contre Israël en 48, la guerre d'indépendance. Les dernières actions de feu des Lysander, c'est les Égyptiens, avec les râteliers à bombes, qui vont aller mettre des bombes de 150 kg sur la Haganah. Ils les ont utilisés dans le Pacifique. On considère que la Birmanie potentiellement fait partie de l'ensemble du théâtre pacifique. Voilà. Donc la Birmanie, c'est comme dit François, c'est un peu le Pacifique, absolument. Donc ouais, les Égyptiens vont les envoyer au carton. En face, il y a du BF-109, il y a de l'Avia 199, il y a du Spitfire, il y a du Mosquito. Oh putain. C'est un peu n'importe quoi, 1948, hein, la guerre d'indépendance d'Israël. Allez voir un peu les ordres de bataille et les matériels. C'est des Spitfire qui affrontent des Spitfire. Hein. Voilà. La Luftwaffe n'en a pas eu. La Luftwaffe n'en a pas utilisé. Bon, en tout cas, j'ai trouvé aucune trace de Beute Lysander. En soi, ils ont des Stork. Le Stork est tellement bon. Le Stork est un des meilleurs avions du monde à l'époque pour ce rôle. Le Stork est tellement bon. Le Stork est un meilleur avion que le Lysander. Et le Stork fait beaucoup de choses mieux, dont le guidage d'artillerie. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de photos, mais les Turcs en ont eu 40. La force aérienne turque en a commandé. Regardez tout en bas à droite. Les Turcs en 40 en avaient aussi un gros paquet. Pourquoi là, attendez, eux ont une photo là. Ah ouais. Lui, je ne l'ai pas trouvé. Là, vous avez la photo d'un Lysander turc. Ils sont beaux, hein. Et pour les Français, voilà ce que je vous disais. Voilà les premiers en Tunisie en 42, Free French Air Force. Regardez, vous avez les premiers, vous avez les premiers avions de la France libre, pour pas être confondu avec Vichy, avaient la croix de Lorraine avec le drapeau, souvent la cocarde à l'arrière retournée. Voilà. Il a pas mal voyagé. Alors un avion pas fou, je suis peut-être pas d'accord. C'est juste qu'il a été designé pour un rôle dans lequel il était pas bon. Enfin, c'est surtout la réalité technologique qui l'a rattrapé. Mais quand il s'est trouvé son nouveau rôle de liaison clandestine et tout, c'est un avion qui a beaucoup été utilisé et qui était très bon sur les théâtres secondaires. Rappelez-vous qu'ils ont continué à l'utiliser au combat, pour larguer des bombes et tout en Birmanie et tout ça. C'est juste qu'en Europe, la guerre en Europe, la guerre aérienne en Europe est une guerre technologique. Et les avions deviennent obsolètes à une vitesse incroyable. Mais être obsolète en Europe ne veut pas dire que tu vas être mauvais ailleurs. Et cet avion va continuer à être bien utilisé ailleurs. Voilà. Donc là, vous avez la version américaine, la version TT. Vous voyez, dès que vous transportez des drones, on vous peint de plusieurs couleurs différentes. Vous voyez? Et vous avez 3e Gunnery and Tow Target Flight. Donc c'est la troisième escadrille d'entraînement au tir et de transport de cibles, de remorquage de cibles. Naval Air Squadron, donc ils en ont eu aussi dans la Navy, visiblement. Thunder, voilà. Là, vous avez le squadron polonais en Écosse, 42-43, donc ils s'en servent sûrement pour l'écolage ou pour la liaison. Voilà. Obsolète ne veut pas dire inutile, absolument. Le Stuka est obsolète en 45, mais il est incroyablement utile. Obsolète ne veut jamais dire inutile. Donc lui est obsolète, mais il va rendre beaucoup de services à beaucoup de monde et va continuer à être utilisé. Regardez cette photo magnifique. On va finir sur ça. Donc c'est 2 Lysander. Vous avez un camo de début de guerre, un camo 39-40, et vous avez le camo et la version Mark III CSW clandestine qui volent en formation. Ils sont beaux, hein. Très très bel avion, hein. Donc ouais, c'est un avion pas connu du tout. Donc c'est chouette dans Warbird, je suis content. Ça, c'est quelqu'un qui me l'avait demandé il y a peut-être 2 ou 3 ans, hein. Merci à toi, c'est cool qu'on ait des gens qui demandent des avions un peu de log, et parce que c'est vrai que c'est pas des stars ces avions-là.
mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas existé et qu'ils ont énormément bossé. Donc ouais, matez-moi un petit peu les engins, quoi. C'est des beaux joujoux. C'est des très très beaux joujoux. Donc ouais, le Lysander, c'est un avion un peu particulier parce que il a été designé pour tout faire, sauf qu'il était bon nulle part. Et comme il avait des qualités dues à son développement, il s'est retrouvé des nouveaux rôles sur des théâtres secondaires, voire même en Europe, puisque la version clandestine volait quand même en 42, 43, 44 en France, en solo, sans escorte. Fallait une paire de couilles pour faire ça. Si vous n'avez pas compris, il fallait des baloches de fer pour piloter ça en France en 43 et aller se frotter et atterrir en France sur des terrains d'aviation de fortune et tout. Donc ouais, l'avion avait des qualités assez exceptionnelles. Moi j'aime beaucoup cet avion en tout cas. Magnifique. Et je vais vous remettre le petit artwork là, magnifique. Donc voilà la version clandestine. Pour pas spoiler, j'aurais peut-être dû mettre une version plus classique militaire, mais on s'en fout quoi. Bon écoutez, je vais m'arrêter là. Quelle heure il est D'ici 20-30 minutes, je relance le stream et j'irai continuer mon petit run avec les elfes. Voilà. Demain soir, on aura une foire aux livres sur les Cosaques. Et je continuerai souvent mon petit run sur Dune, Spice War, en début d'après-midi. Jeudi, je sais pas trop ce que je ferai. Du Age of Empires 2 en soirée, sans aucun doute. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Bon écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée.